Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 16 heures et passé quelques minutes, j'en suis certaine, j'ai pas mon téléphone devant les yeux, mais je le sais. Le Dôme s'apprête à commencer son 4e débat. Il sera question désormais d'argent, de salaire, d'abonnement, de survie, mais aussi d'espoir, parce qu'on n'est pas là pour doucher tous les rêves, bien au contraire. Alors oui, cher public, ce n'est pas le débat le plus sexy qui soit, j'en conviens, mais c'est crucial. Aujourd'hui, comme demain, on va parler donc d'argent à présent, parce que lorsqu'on parle de médias, qu'ils soient privés ou publics, c'est un peu la soupe à la grimace aujourd'hui, et les défis sont énormes. Alors petit florilège de ce qui se passe entre la Suisse et la France. Bonsoir, bienvenue dans ce 19h30. C'est une nouvelle journée noire pour la presse en Suisse. Le groupe Tamedia supprime 20% de ses effectifs, près de 300 emplois au niveau national. Pascal Critin, vous avez donc détaillé hier ce plan d'économie pour 2025. 46 postes équivalents temps plein vont être supprimés, 19 personnes licenciées. Le service public de l'audiovisuel est-il en voie de disparition en Suisse ? Le groupe Media One, qui regroupe Radiolac, One FM, Rouge FM et LFM, a annoncé ce matin un plan d'économie à ses employés. Une dizaine de personnes, dont 3 journalistes, seront licenciés. C'est la 2e vague de licenciements au sein des radios de Media One en moins de 2 ans. On en vient à l'actualité fédérale avec ce soutien à la presse régionale. 3 ans après le rejet par le peuple du train de mesures en faveur des médias, le Parlement octroie une aide financière supplémentaire de 35 millions de francs, un plan validé pour ces 7 prochaines années. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, environ 55% des utilisateurs se tournent désormais vers des influenceurs pour s'informer et seulement un gros tiers vers les médias traditionnels. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actus du jour. On va voir factuellement ce qu'il en est. Voilà, vous l'avez entendu, les mesures d'économie s'enchaînent avec son lot de licenciements. Les salaires stagnent dans la branche alors que le stress et la charge de travail augmentent et les ras-le-bol s'enchaînent également. Les débats politiques s'enflamment mais sans grande réponse à la crise, ce qui pousse parfois au fatalisme. Et puis Internet, le digital, les réseaux sociaux, ils révolutionnent la manière de consommer et de diffuser l'information avec de nouveaux acteurs, de nouveaux financements et une audience plus volatile. Tu paies combien ? Pour quelle qualité ? C'est le titre de notre débat de milieu d'après-midi. Quelle est la valeur du journalisme ? Combien pour une info ? Et pour quelle info ? Avec quel travail derrière ? Et avec quel public à la fin ? Et promis, restez jusqu'au bout. On va aussi parler solutions. On n'est pas uniquement là pour parler de déclin. Pour ce 4e débat, j'ai le plaisir d'accueillir 5 invités sur scène, toutes et tous avec des casquettes différentes, une sorte de photo de famille des acteurs du secteur. Alors pour les journalistes, Antoine Harari et Sophie Voltgen, tous 2 journalistes libres, membres de l'association des pigistes et indépendantes groupées en Suisse. Bonsoir à tous les 2. Pour les syndicats, Mathilde Matras, secrétaire régionale à Syndicom pour la branche presse en Romandie. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Pour les éditeurs, Christine Gabella, chargée de mandat dans le secteur des médias. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, pour les rédactions en chef, Serge Michel, fondateur d'ID News et ancien directeur adjoint des rédactions au Monde. Bonsoir à vous. On va lancer ce débat avec un chiffre pour commencer, pour planter le décor, comme on dit, à prendre avec des pincettes, parce que c'est une estimation. En 2023, l'Office fédéral de la statistique comptabilise près de 9500 journalistes salariés dans le pays, en Suisse. Ils étaient plus de 13 000 en 2011. À titre de comparaison, dans les années 90, il y avait près de 9 000 journalistes actifs pour une population résidente de 6 millions d'habitants environ. Aujourd'hui, on a dépassé les 9 millions. Est-ce que ce chiffre, le fait que les journalistes soient passés sous la barre des 10 000, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? On va commencer par en parler avec vous, Mathilde Matras. Ce déclin potentiel des journalistes salariés, en tout cas qui sont passés sous la barre des 10 000, est-ce que c'est inquiétant ? Alors effectivement, cette statistique, elle est très intéressante parce qu'elle permet de cartographier un peu l'état de la branche, des personnes qui exercent la profession de journaliste. Il y a en Suisse 3 organisations qui encadrent et accompagnent les journalistes et plus largement les travailleurs et travailleuses des médias dans les luttes qu'ils mènent et qu'elles mènent autour de leurs conditions de travail et de leur rémunération.
Il faut savoir aussi qu'à côté de chaque journaliste, il y a aussi un certain nombre de personnes qui en fait œuvrent à la fabrication, à la diffusion des nouvelles, peut-être dont le chiffre n'est pas peut-être mentionné dans la statistique et qu'il est important aussi à prendre en compte. Ensuite, l'autre aspect de la statistique très très intéressant, c'est aussi la carte de presse, le nombre de personnes qui détiennent les cartes de presse, que peut-être qui baisse aussi. Il faut aussi se demander... Les syndicats, les associations professionnelles, ce sont elles qui donnent cette fameuse carte de presse. Dans les associations professionnelles, vous observez aussi une baisse des membres ? Alors, ce qui est intéressant aussi à réfléchir là-dessus, cette baisse des membres, il faut se demander si c'est une baisse qui est liée à un effet qualitatif. Est-ce que les cahiers des charges changent dans la fabrication de nouvelles et est-ce qu'on se sent moins invité à aller chercher une carte de presse alors qu'on est peut-être dans un travail de desk ou dans un travail qui va cumuler des activités, des mandats de communication et des mandats de journalisme, ou est-ce qu'effectivement on est face à une érosion de la profession? Ça, c'est quelque chose effectivement que les trois organisations essayent d'observer et sont très très attentifs aussi à aller chercher les gens sur leur lieu de travail pour leur expliquer quelle est l'importance de se solidariser autour de la carte de presse, mais autour de toute la profession. Christine Gabella, donc on a ce chiffre à prendre avec des pincettes. Est-ce qu'il est décourageant? Est-ce que la profession est en danger en voyant ce nombre de journalistes salariés baisser? Bon, c'est sûr qu'il est inquiétant, et puis c'est très certainement un des symptômes visibles de cette crise des médias qui dure depuis un certain nombre d'années, dont certainement il y a eu beaucoup d'échos qui ont été donnés aujourd'hui dans les différentes discussions, mais on voit bien qu'il faut corréler tout ça à l'évolution des ressources à disposition pour faire de l'information en Suisse, pour réaliser des sujets journalistiques et pour les diffuser. Je rejoins ce qui a été dit, on passe un tout petit peu à côté du nombre de personnes qui participent à la réalisation de l'information et à sa transmission et qui ne sont pas comptabilisées dans ces études comme des journalistes. Et donc, ça ne donne pas forcément une photographie des ressources qui sont mises aujourd'hui pour faire du journalisme, mais c'est sûr qu'on est au cœur de la production des sujets et c'est un signal. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les discussions qu'on peut avoir et qu'on a depuis des années, en particulier dans les associations d'éditeurs avec le milieu politique, qui s'inquiètent de l'évolution des médias. C'est un des indicateurs de référence qui prennent très volontiers, de dire il y a moins de journalistes pour couvrir ce qui se passe en Suisse, en particulier en Suisse romande. Donc c'est un appauvrissement de la possibilité d'informer le public. Donc ça, c'est sûr que ce chiffre-là, il est pris très au sérieux. Dans une réalité complexe que parfois il faut un peu décortiquer, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est un des indicateurs qui a aussi alerté les pouvoirs publics qui ont commencé à dire depuis maintenant 5 à 7 ans, il faut faire quelque chose pour sauver cette diversité journalistique en Suisse. Antoine Harari, en tant que journaliste libre, une autre statistique le montre, si le nombre de salariés baisse, le nombre d'indépendants augmente. Ça vous inspire quoi, cet effet inverse, en fait? Je pense qu'effectivement, il y a une partie de cette augmentation qu'on peut expliquer par la précarisation ou le fait que peut-être des gens perdent leur emploi et puis du coup se retrouvent comme des journalistes libres. Maintenant, je pense qu'il faudrait voir un peu les chiffres. Exactement, c'est compliqué à dire. Je pense qu'il y a aussi une volonté peut-être plus, en tout cas chez les jeunes, de tenter l'aventure en indépendant et pas forcément d'être dans une rédaction. C'est une volonté ou c'est une difficulté de trouver une place dans une rédaction et finalement, on termine en tant que journaliste indépendant? Alors, c'est clair, quand on voit par exemple, ça c'est une chose qui me frappe parce que j'ai fait moi-même une école de journalisme à Neuchâtel, le nombre de gens qui sont formés et puis le nombre de places de stage, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Ça c'est sûr et certain. Après, je pense que c'est difficile à dire. Ce qui est très compliqué à mon avis, c'est que je pense que si tous les secteurs un peu sont sinistrés, la presse écrite est vraiment celui qui souffre le plus. Et en tout cas, nous, ce qu'on a constaté dans notre association, c'est que les tarifs, on y viendra peut-être après, mais par les salaires, effectivement, tarifs, mandats, se sont écoulés.
Serge Michel, on l'a entendu, le journalisme évolue, les acteurs du secteur aussi. Christine Gabella le disait, un écosystème dans une rédaction, c'est pas uniquement des journalistes. Est-ce que s'intéresser à la seule masse des journalistes, c'est quelque part avoir un peu des œillères? Il faudrait qu'on s'ouvre un peu aux nouveaux acteurs qui produisent l'information aujourd'hui. Je pense qu'on peut facilement considérer les gens qui font les réseaux sociaux, par exemple, comme des journalistes, parce qu'ils produisent l'information. Moi, comme rédacteur en chef, je suis évidemment intéressé par la production des sujets, par les informations qu'on sort. Pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est sûr qu'il y a des métiers autres. Et, par exemple, chez ID News, on est 5 personnes aujourd'hui. On est 3 journalistes et 2, une marketing et une qui s'occupe des abonnés. Sans les 2 autres, les trois journalistes ne serviraient pas à grand-chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est que 10 000 journalistes en dessus ou en dessous de la barre, etc. En Suisse, pour moi, ça ne me parle pas beaucoup. Je pense qu'il faut parler par rédaction et par mission d'une rédaction. Si vous prenez la Tribune de Genève au hasard et que vous dites, combien de journalistes aujourd'hui, combien il y en avait avant, quel secteur ils arrivent à couvrir et aussi quelle est la qualité de ces journalistes. Non pas qu'il y a des gens qui sont de mauvaise qualité, mais souvent, dans les rédactions d'avant, quand il y avait encore plus de journalistes, il y avait des spécialisations. Il y a des gens qui suivaient, je ne sais pas moi, les permis de construire, les plans de quartier, les plans directeurs du canton, des choses comme ça. C'est des sujets qui sont pas forcément très chatoyants, mais en même temps, c'est super important de garder un œil sur ces sujets-là parce que ça façonne les villes de demain, etc. Il y avait des journalistes spécialisés dans le judiciaire, spécialistes, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non seulement le nombre de journalistes descend en général en Suisse, mais aussi dans des rédactions comme la Tribune de Genève ou 24 heures qui ont une vocation généraliste, mais surtout que les gens qui étaient spécialisés avant ne le sont plus et qu'au fond, ceux qui les remplacent sont plutôt des généralistes qui un jour écrivent sur un fait divers, le lendemain sur un débat politique, le troisième jour sur éventuellement quelque chose qui se passe à l'étranger. Donc il y a une sorte de déspécialisation qui est aussi très inquiétante parce qu'au fond, avec ce phénomène-là, on perd la valeur ajoutée, on perd l'intérêt de pourquoi il faut vraiment lire un journal. Parce que, en fait, les news, mais se ressemblent parfois entre les différents titres. On prend les dépêches et puis on les accommode, on fait un téléphone de plus ou pas. Mais enfin, je pense qu'il y a un vrai souci aussi de pertinence du journalisme pratiqué qui est directement dépendant du nombre de personnes qui peuvent... Parce que, si vous avez des spécialistes, il en faut plus forcément que si vous avez quelques généralistes qui peuvent sauter d'un sujet à l'autre. Christine Gabella, par rapport à cela, le statut des journalistes aujourd'hui en Suisse, plutôt généraliste, pas assez spécialisé, c'est peut-être ça l'indice d'un appauvrissement du métier? Je ne suis pas sûre que je me retrouve vraiment devant cet angle de l'analyse par rapport aux difficultés dont on parle. Il y avait ce matin dans un débat, je crois que c'était M. Coco d'Impressum qui a dit il n'y a pas un média aujourd'hui qui ne cherche pas à atteindre son public, ses audiences. Et dans le fond, le mot-clé, c'est un peu celui de Serge Michel, c'est la plus-value. C'est comment on fait de la plus-value. Et la plus-value, c'est cette information ou ces sujets pour lesquels, en particulier dans la presse, puisqu'on a un secteur de la presse qui est privé en Suisse, on va pouvoir fidéliser des lecteurs pour en faire des abonnés. C'est pas une recette extrêmement compliquée, elle n'est pas du tout magique non plus, mais je crois que plutôt que de dire les spécialistes font des sujets qui marchent mieux parce qu'ils sont spécialistes, alors que les généralistes font quelque chose d'un peu plus tiède, c'est pas tout à fait vrai. L'indicateur de qu'est-ce qui marche ou pas, c'est finalement la possibilité de convaincre des lecteurs, c'est d'accéder à son public. Mais oui, c'est vrai aussi que dans la composition de tous ces écosystèmes, on a besoin de plus en plus de monde et de compétences, en particulier sur le digital, pour aller jusqu'à l'acte d'abonnement. Et ça, c'est devenu le vrai défi. C'est toutes les ressources qu'on doit mettre. Avant, vous aviez des gens qui vendaient des abonnements papier de manière très classique. Ça faisait les recettes lecteurs et vous viviez classiquement beaucoup de la publicité. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un sujet excellent. Si vous n'arrivez pas à le porter à votre public, à le faire connaître et à montrer à quel point ça vaut la peine de s'abonner à ce média, vous avez une partie du problème qui fait qu'à la fin, vous pouvez moins mettre de ressources dans la création des contenus. Tous ces nouveaux acteurs, finalement, prennent en quelque sorte les places des journalistes. C'est aussi pour ça qu'il y en a moins. Alors, je ne dirais pas qu'ils prennent les places du journaliste, c'est-à-dire que les ressources à disposition pour faire fonctionner le média n'étant pas extensibles, oui, ils sont consommateurs d'une partie des ressources qu'autrement on pourrait mettre dans la création de contenu. Ça, c'est un fait.
Mathilde Matras. Oui, j'aimerais ajouter aussi en réponse à ce que suggérait Serge Michel comme langue d'analyse. Ce qui se passe dans les rédactions, c'est essentiel à observer. Le déport de la spécialisation vers la généralisation s'accompagne aussi vers une augmentation. Quand on parle de plus-value, la plus-value, elle se fait en termes syndical sur le travail des travailleurs. Et on observe au sein des rédactions donc un déport de la peut-être spécialisation à la généralisation, mais aussi une augmentation des heures non rémunérées du travail. C'est-à-dire sur chaque taux d'activité, on observe dans les enquêtes syndicales de l'USS qu'en 2006, chaque journaliste travaillait 2 à 3 heures de plus que ce qu'il était prévu dans ce taux d'activité. Aujourd'hui, on est à 3 à 4 heures, par exemple. Ça, c'est un travail gratuit qui est fait, qui est non rémunéré et qui contribue aussi à justement faire en sorte que la recherche de plus-value se fait sur un travail qui est menacé d'une dévalorisation. Ça, c'est important à avoir en tête pour les questions syndicales. Avant de passer la parole à Sophie Volgen, Serge Michel, vous pourrez boire juste après une question. Dans une rédaction, lorsqu'on doit couper des postes, quels sont les postes qui partent le plus rapidement? Quel est le sacrifice qu'on fait en premier? Moi, j'ai pas eu à couper de poste puisque le média qui a racheté ID News s'en est chargé tout seul. C'est assez classique, mais c'est plutôt, dans la presse, on fait attention. Moi, je connais pas les situations de Tamedia où là, c'est beaucoup plus, je dirais, tranché. Mais non, c'est souvent des non-remplacements aussi, des départs à la retraite qui sont pas remplacés. C'est souvent les jobs qui disparaissent. Dans la fabrication du papier, par exemple, il y avait avant des équipes distinctes qui faisaient les pages destinées à l'imprimerie, et puis voilà. Donc là, les processus ont permis de gagner des postes en faisant en sorte que ceux qui préparaient les choses pour le web préparent, si vous voulez, les pages print. Là, il y a eu pas mal d'économies de fait. Est-ce qu'on économise aussi sur les journalistes qui travaillent à l'étranger? On n'a plus de fixe à l'étranger? Là, c'est sûr, c'est sûr. Sophie Volgen, c'est pour ça que je vous posais la question. Mais c'est là où il y a une très, très importante contribution de freelance. C'est-à-dire qu'un journal qui se respectait avant avec des correspondants à l'étranger, le Temps, à ses débuts, on avait, 5 ou 6, et aujourd'hui, il reste Paris. Ils ont recréé un poste Bruxelles en bricolant un peu, et puis un poste aux États-Unis. Ça fait 3 correspondants pour un journal pour qui l'international est très important. Donc le reste de l'actualité internationale est traité par des pigistes qui ne sont pas tous suisses, qui sont souvent des pigistes, Sophie en fait partie, qui sont basés à l'étranger et qui travaillent pour plusieurs titres et qui sont, elle va nous parler peut-être de comment elle est payée. Exactement, Sophie Volgen, vous êtes journaliste au Liban, vous travaillez là-bas pour notamment ID News, comme ça on est clair. La pression financière, la pression psychique aussi lorsqu'on fait ce travail sur le terrain, elle est supportable aujourd'hui? Supportable ou pas, c'est une grande question. En tout cas, quand je parle et je regarde les correspondants qui à Ramallah et à Beyrouth, entre janvier et avril, je n'en connais pas un qui a fait soit un burn-out, soit qui a eu vraiment des sérieux problèmes de santé. Après, c'est suite au 7 octobre, on connaît tous la réalité, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, je pense que les questions de précarité salariale ont poussé à bout parce qu'on prend plus de pause et parce qu'on peut plus se le permettre. Et est-ce que vous travaillez à côté pour arrondir vos fins de mois, ou bien le journalisme freelance, ça suffit? Moi, c'est facile. J'ai fait mes impôts hier, donc je sais. J'ai gagné 40 000 francs sur l'année passée et je peux dire qu'un peu moins de la moitié vient de la com, alors que ça prend plus ou moins 10% de mon temps. 90% de mon temps sont des activités journalistes, c'est-à-dire le travail en tant que journaliste au Liban, en Syrie. Mais en fait, c'était assez une surprise, je dois l'avouer. Justement, Antoine Harari, on vient de parler de ce qu'a gagné Sophie Volgen en travaillant au Liban en tant que freelance pour plusieurs médias. Au niveau suisse, l'Union syndicale suisse estimait en 2020 que le salaire mensuel brut médian d'un journaliste libre était de 5 600 francs contre 6 978 en 2006. C'est la réalité ? Non, c'est des chiffres en plastique. Dans le sens où je pense pas, vraiment pas. Je pense que c'est moins. Oui, c'est malheureusement beaucoup moins. Après, il y a des exceptions, mais quand on parle de moyenne, je pense que la moyenne est beaucoup. On parle de médian là, 50% gagnent moins, 50% gagnent plus. Il faut savoir qu'en fait,
la référence de base, et c'est d'ailleurs un peu un problème, c'est la journée RP. Donc comment est-ce qu'on va vous payer? On va vous payer avec ce qu'on appelle une journée RP, c'est plus ou moins 600 francs par jour. Puis en fait, ce qui avant était considéré comme un jour de travail, maintenant est considéré comme une fin en soi, c'est-à-dire un article, on va vous dire, on va vous le payer une journée RP. Donc il faut imaginer qu'avec votre calcul, quelqu'un par mois ferait 10 jours sur 20 où il peut travailler RP. Donc ça voudrait dire qu'il publie 10 articles dans ce mois, et donc ça compte le fait de le proposer, le fait qu'il soit accepté, parce qu'on ne va pas vous répondre dans les 10 minutes, le fait de le réaliser et qu'il soit publié. C'est illusoire, c'est impossible. Donc en presse écrite, pour moi, ça, ce n'est pas des chiffres qui existent. Donc vous êtes plutôt autour de quoi? 4 000 par mois? Je pense que oui, je pense que pour quelqu'un qui ferait que de la presse écrite, ça serait même probablement moins. Mais 4 000 déjà, ça me semble un peu plus juste. Ouais. Pourtant, effectivement, il existe des barèmes. Les médias et les partenaires sociaux se mettent d'accord sur combien payer pour une pige, pour un papier, pour une journée de travail en tant que journaliste libre. Sophie Wohlgen, est-ce que les barèmes sont respectés? Non, mais après, c'est toujours une question de négociation, dans le sens où... pour un certain, enfin, c'est aussi la différence entre la Suisse et la France. En France, il y a beaucoup plus des barèmes fixes, alors qu'en Suisse, pour un certain média pour lequel je travaille, disons, il y a eu les beepers au Liban, il y a eu l'attentat, enfin, la frappe qui a tué Nasrallah. Évidemment, j'avais 4 rédactions qui m'appelaient par jour pour écrire des papiers. Donc, en fait, la négociation est facile. Dire, OK, vous voulez un papier par jour, très bien, mais en fait, le barème, c'est autant. Et ça a été accepté directement. Alors qu'en fait, directement, 3 mois plus tard, en fait, la tension, elle est retombée. Le Liban, quelque part, est plus vraiment au sommet des priorités, ils peuvent reprendre des dépêches, etc. C'est plus vraiment important d'avoir une correspondante sur place. Et donc, c'est directement me dire, ah, écoute, par rapport à tes barèmes, on est intéressé par ton sujet, mais il faut bien savoir qu'on a une réduction du budget pige, et donc on ne peut plus payer autant, et c'est de nouveau autant. Et ce autant, c'est 400 par papier. Mais il faut bien se rendre compte que 400 pour un papier, enfin pour moi, un article, par exemple, au Sud-Liban, c'est 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. C'est, pour mes frais fixes, je dirais $1 500 par année de permis de travail, $1 000 pour un gilet pare-balles, par exemple. L'essence, $50 que je dois payer chaque mois. Je pense que c'est un bac-chiche, parce que c'est pas du tout légal à l'armée pour avoir l'autorisation d'aller dans le sud. Mais sinon, on n'y va pas. Et en fait, puis il y a la question des fixeurs, parce qu'en fait, il y a la question de la langue. Donc un fixeur, normalement, pour les journalistes, ce sont des gens avec qui on travaille, qui nous donnent soit des contacts, soit nous aident avec la traduction. Et donc, on peut travailler sans fixeur. Mais personnellement, je me suis pris 2 fois un pistolet sur la tempe. En fait, c'est aussi une question de sécurité. Moi, je ne vais plus dans certains quartiers à Beyrouth ou au Sud-Liban sans avoir quelqu'un avec moi qui vient de ce quartier-là et qui peut, en fait, garantir ma sécurité. Et personne, au niveau des rédactions des médias pour lesquels vous travaillez, vous garantissent une sécurité? Justement, ça a été un grand débat en octobre, je pense. J'ai demandé justement à une de mes responsables par rapport aux assurances, en disant est-ce qu'il y a une assurance, et attends, je vais me renseigner, demander au RH, etc. Et finalement, en fait, le média en question avait une assurance pour des correspondants, mais cette assurance couvre si le correspondant est maximum 2 semaines par an en zone rouge. Donc pour dire, le Liban est toute l'année en zone rouge. D'accord, ça montre bien, enfin il y a plein de questions qui sont soulevées, Sophie Wohlgen, avec ce que vous dites. D'abord, le rôle des syndicats, qui sont là pour protéger aussi les journalistes. Lorsqu'on entend que les barèmes sont peu souvent respectés, que les conditions de travail sont assez compliquées, que font les syndicats ? Alors déjà, je voudrais juste compléter aussi la remarque que formulait Antoine sur les niveaux de rémunération. Pour compléter les chiffres que tu as annoncés, Coraline, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, la part des journalistes libres qui gagnent des bas salaires a augmenté en 15 ans, avec 25% de ces journalistes libres qui gagnent en fait en dessous du salaire médian suisse. Donc on est plutôt dans le dessin que nous fournissait Antoine. Ce que font les syndicats, déjà, c'est organiser une solidarité entre professionnels, comprendre, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec les membres avec qui j'ai travaillé à Syndicom autour de cette question-là, de faire respecter un barème. On ne peut pas dire non seul. Dire non seul, c'est laisser les autres dire oui, et dire oui à quoi ? Pas à une bonne rémunération, au contraire à une mauvaise rémunération. Donc ce qui est important pour nous, c'est de faire passer le message que le maintien
ou la survie ou le maintien des conditions acceptables et des conditions qui nous permettent de vivre de notre travail, de la première minute à la dernière minute dans l'idéal. Et Sophie a expliqué de façon très incarnée ce que ça veut dire, tout le travail gratuit que font les libres pour gagner les rémunérations indiquées par l'Union syndicale suisse. Ça passe effectivement par un registre de la solidarité et le fait que les syndicats peuvent porter des paroles, porter la voix collective auprès des employeurs qui se feraient les mauvais payeurs. Mais est-ce que les journalistes libres sont au niveau des syndicats la priorité, ou la priorité des syndicats, c'est plutôt garder les postes aujourd'hui dans les rédactions suisses qui sont menacées? Il n'y a absolument pas d'exclusion en fait entre les deux statuts, dans la mesure où déjà les journalistes libres peuvent des fois avoir des emplois fixes à petit taux dans certains médias de durée déterminée ou indéterminée. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une complémentarité complète entre la part des rémunérations que les rédactions allouent à des salariés et des rémunérations qu'elles alloueraient à des libres. Donc les deux statuts ne s'opposent absolument pas, au contraire, ils se complètent. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que dans la CCT, il y a une rémunération au temps. C'est-à-dire qu'on considère Convention collective de travail, CCT. Oui, pardon. Pardon, mais en fait, tout est basé sur le temps et là, ça ne correspond en tout cas pas du tout à ce qu'on observe. C'est-à-dire que on n'est jamais payé à la journée ou rarement. Peut-être les photographes qui travaillent en Suisse sont payés sur le temps, mais tous les autres, c'est payé à l'article. Et l'article, c'est 400 francs au temps. Nous, moi, j'ai un budget pour les explorations d'ID News qui sont notre produit un peu phare. Donc, on en produit à peu près 25 par année, c'est des séries. Chaque série fait à peu près 7-8 articles. Et si je divise le budget qui m'est alloué à peu près 100 000 francs pour l'ensemble des explorations, eh bien, ça fait 500 francs par article. C'est pas assez, parce que 500 francs comprend également l'illustration, et parfois on fait appel à un dessinateur ou on met un photographe en commande. Et donc, pour arriver à payer mieux certains, j'achète des explorations, genre je traduis quelque chose et je le paye du coup moins cher, je l'achète en Suisse allemande ou dans un journal anglophone ou je sais pas où. Et puis dans certains autres cas, je paye plus parce qu'il y a du déplacement, parce qu'il y a des frais de voyage, etc. Mais enfin, c'est jamais payé autant. Et on sait bien qu'un article, Antoine le disait, ça se fait pas en un jour en fait. Surtout un article ambitieux où on fait une série, etc. Antoine, il fait des séries pour ID News qui sont assez complexes, des enquêtes avec des risques même judiciaires, comme on l'a vu ce matin au procès qui se tenait ici, au faux procès. Mais en fait, c'est jamais un jour pour un article, et pourtant le tarif, il est plus ou moins celui d'une journée. Oui, absolument. C'est pas ce qui est défendu dans la Convention collective de travail, c'est le principe. Malheureusement, ce que vous dites confirme aussi ce que tous les membres et l'association PIX disent, c'est que cette rémunération est devenue un forfait. Mais à la base, et c'est important de le dire, ça devrait être une rémunération au temps de travail. Christine Gabella. Oui, moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la notion des journalistes libres et des piges versus les places de travail et les salaires dans une rédaction. Parce que c'est vrai que si on isole le prix d'une rédaction et qu'on enlève tous les budgets qui sont nécessaires pour produire l'information, c'est les deux poches principales évidemment, c'est les deux postes. C'est les salaires qui correspondent à des places de travail et c'est les piges qu'on met dans les journalistes libres. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les deux, je suis complètement d'accord, les deux sont complètement complémentaires pour pouvoir fournir l'offre la plus qualitative. On parlait des experts. Ça devient difficile d'avoir des experts salariés. Par contre, c'est extrêmement important d'avoir des experts, que ce soit des experts à l'étranger ou des experts thématiques, qui peuvent apporter cette plus-value quand parfois il y a des sujets qui sont vraiment très spécifiques. Dans la réalité de la crise qu'on connaît maintenant, c'est vrai que quand on doit faire des choix, vous posiez la question tout à l'heure, le budget pige, il est moins incarné, même si évidemment les personnes connaissent les gens, il est moins incarné que les personnes qui travaillent dans les rédactions, donc il est plus sujet évidemment à des coupes quand l'employeur dit voilà, maintenant il faut baisser les coûts. Donc de ce point de vue-là, les indépendants ou les collaborateurs extérieurs sont plus exposés. En tout cas, moi, c'est ce dont je peux témoigner. Mais on a peut-être l'impression qu'on soutient un système en crise. On le dit souvent, les médias sont en crise, les recettes publicitaires chutent, on n'a plus de moyens. On le gère, on le tient à bout de bras, ce système, en exploitant une partie de la profession. C'est-à-dire que le système en tant que tel, on parlait de convention collective, en Suisse romande reste très clair par rapport à ça. La convention collective, elle prévoit un statut pour les indépendants qui est
s'il était appliqué correctement, et on peut vraiment discuter là-dessus, du quasi-salariat, parce qu'il y a des droits supplémentaires à ceux qui ont le statut de collaborateur extérieur, pour autant qu'ils travaillent sur une base régulière. Donc en fait, ça a été pensé en amont pour éviter toutes ces dérives. Mais oui, là où je vous rejoins, c'est qu'on voit du côté des éditeurs, par exemple aujourd'hui, qu'il y a certains nouveaux médias en Suisse romande qui n'ont pas adhéré à la convention collective parce qu'ils ne veulent pas payer ces tarifs. Et on le voit bien, donc ceux qui sont aujourd'hui membres de l'association doivent s'y tenir. S'ils ne le font pas, ils peuvent en être tenus, rendre des comptes. Dans le fond, c'est évidemment difficile pour le journaliste d'aller s'en prendre à le média qui lui donne du travail, ça j'en suis parfaitement consciente. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de médias qui veulent encore plus de liberté dans cette manière de rémunérer des gens qui font ce travail journalistique indépendant. Oui, ça c'est un vrai problème, mais là où je pense que ce problème doit se régler dans une optique aussi qui tient en compte des postes de journalistes et des moyens alloués à la ligne éditoriale qu'on veut suivre. Parce que ce n'est pas opposer les personnes, mais c'est simplement se dire l'enveloppe à disposition, elle doit être équitablement répartie entre tous ceux qui contribuent à la production journalistique. Et comment on fait pour qu'elle soit équitablement répartie, cette enveloppe ? Ça, à la fin, c'est des choix qui dépendent des personnes qui incarnent ça, de la volonté qui est faite de dire, bon, bah, dans un contexte qui reste difficile, de choix à faire. Est-ce que c'est se dire on veut moins de gens mieux payés, avec moins d'éparpillement un peu, on continue à faire un peu de tout, ça rejoint aussi ce qu'on disait, reprendre des dépêches, faire un peu des choses qui s'affadissent quelque part. Ou alors est-ce qu'on fait vraiment des choix et on dit les choix qu'on fait, on les assume et on les rémunère de manière correcte? Il n'y a pas de recette miracle, ça dépend vraiment des personnes qui, dans les médias et dans les rédactions, prennent ces décisions et les mettent en œuvre. Sophie Volgen. J'aimerais juste réagir à cette question de dire, ok, mais alors du coup, on prend moins pour rémunérer plus. Mais en fait, nous, comme correspondants, on est déjà face à ce problème-là, ou de dire... Ok, peut-être que alors, si un média X veut prendre moins d'articles, il va en prendre seulement pendant... Enfin, moi, je vais prendre le Liban, par exemple, assassinat de Nasrallah, le jour des beepers, l'ouverture de la Syrie le 8 décembre, très bien. Mais en fait, du coup, tous ces jours-là, de toute façon, je ne peux pas écrire plus que 2 articles par jour. Donc, ça veut dire que je vais travailler pour un ou un autre média. Mais ça veut dire que, en fait, même si je suis payée un peu plus, et que le média, il ne va pas prendre tous les articles le reste de l'année pour des faits qui sont peut-être un peu plus mineurs ou moindres d'importance. Mais pour nous, ce sont des périodes creuses où on continue de travailler parce qu'on doit entretenir nos contacts, où on continue du coup d'avoir des frais de terrain, où on continue quelque part d'être sur place, de se renseigner et tout. Et en fait, sans pouvoir vendre d'articles. Est-ce qu'il ne faudrait pas être affilié à une rédaction dans ce cas ? Bonne question. Les postes n'existent plus. Ouais. Au Liban, il y a un poste dans la presse francophone, il y a Le Monde qui est encore une correspondante fixe. Tous les autres médias, c'est que des freelances qui travaillent. Donc, il n'y a juste pas le choix, en fait, quelque part. Antoine Harari. Surtout, là où je trouve que Sophie a raison et elle est très courageuse, c'est que l'hypocrisie des médias suisses, ou en tout cas suisse romand, c'est que la plupart des correspondants sont des correspondants français. Parce que je l'ai vu quand j'étais, par exemple, à Athènes. Et c'est des correspondants français qui vivent parfois grâce aussi au soutien de l'État français, parce qu'ils ont des assédiques ou parce qu'ils ont un système d'intermittence. Et donc, en fait, la presse suisse romande, elle vit grâce à l'État français. Parce qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup de ces correspondants qui, en fait, pour qui, oui, 300, 400 francs, ça reste un assez bon salaire pour une pige française, mais pas du tout pour une Suisse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de correspondants suisses comme Sophie qui ont en tête le particularisme suisse, qui ont en tête ce que ça veut dire, la réalité de la vie. Et on ne parle pas de passeport, on parle juste d'expérience et de vécu. Quand Antoine parle de la presse romande, bien sûr, il parle de tous les titres sauf de ID News. Je précise. Non, mais sur cette question, effectivement, par rapport à la France, Sophie Volgen, vous vouliez je voulais justement réagir par rapport à ça, parce qu'en France, moi, je suis maintenant plus ou moins payée la même chose en Suisse qu'en France, en net. À part qu'en Suisse, sur les 400 francs, en fait, je paye mon AVS. Bon, il n'y a pas de deuxième pilier, il n'y a rien. Mais je paye mes assurances maladie, etc.
En France, quelqu'un qui est payé 400 euros par exemple, ok, 400 euros c'est un peu moins, mais pour 400 euros, là-dedans en fait il a toute sa sécurité sociale qui est payée, il y a son assurance, il y a des assurances à l'étranger, etc. Il y a le droit au chômage, il y a beaucoup plus de droits. Et donc quelque part, moi je me pose vraiment la question quasiment tous les jours de pourquoi est-ce que j'irais pas me domicilier en France ? Serge Michel, la France et son état social que l'on connaît fort bénéficient finalement au journalisme suisse ? Je pense que c'est juste. En fait, moi, j'ai travaillé au Monde, j'étais à la direction, donc je signais les notes de frais, les piges, etc. Et en fait, en France, si vous payez une pige à 400 euros, le journal paye 400 euros de plus, ou presque 400, peut-être 350, de charges sociales en plus. Parce que le statut de pigiste de freelance en France est une sorte de salariat, voilà. Et donc, on paye les caisses de retraite, les caisses de maladie et tout ça. Et donc, ça revient plus cher pour le journal, mais en même temps, pour le journaliste, c'est une sacrée sécurité. Et c'est vrai que parmi les pigistes que je vois travailler pour la presse romande, effectivement, 90% sont français. Et nous, on essaie de garder des Suisses, notamment Sophie, notamment on a Sami Zaibi au Caire, on a Lionel à New York. Enfin, on essaie de garder ces pigistes suisses parce que c'est important. Et honnêtement, quand on a lancé par exemple la newsletter Le Point du Jour qui faisait le tour du monde tous les jours, il y a Julie Zog qui est dans la salle et qui était la première correspondante à Hong Kong de ce produit. On était fiers d'avoir que des Suisses autour de la Terre et en fait, j'essaye de garder ça, mais on n'en trouve plus en fait. Voilà. Et on ne trouve plus de journalistes suisses basés en Afrique, on ne trouve plus de journalistes suisses basés au Moyen-Orient, à part Sophie. Et donc, ça devient vraiment compliqué. Parce que, et pour nous, c'était une vraie qualité, parce qu'un journaliste français ne va pas réussir à écrire Conseil fédéral, il ne sait pas ce que c'est. Il va écrire gouvernement suisse, puis bon, c'est acceptable comme appellation, mais en fait, il n'a pas la notion de c'est quoi un Conseil d'État ou un Conseil des États. Enfin, c'est plein de choses qui fait que, avec mon collègue, on se levait à 5 h le matin pour faire toutes les corrections des journalistes français qui n'avaient pas pigé les trucs suisses. Oui, Christine, et puis j'aimerais rajouter aussi Mathilde qu'il faut Matresse. absolument briser cette idée que moins d'emplois égale des meilleures rémunérations. Déjà, c'est pas vrai, parce qu'en fait, moins d'emplois, ça veut dire plus de compétition pour les postes, et donc forcément, on tire les salaires à la baisse, c'est un principe. Et puis, l'économie des médias montre que c'est la diversité des titres, donc la diversité des emplois disponibles, qui font aussi la vitalité de la branche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Christine Gabella, ce système, il peut tenir combien de temps finalement? Parce que voilà, on a fait un petit peu le paysage des journalistes libres, des pigistes. J'entends bien, c'est pas la même chose que les journalistes salariés. Mais si les rédactions ne parviennent pas à garantir des salaires en adéquation avec les coûts de la vie pour les salariés, encore moins pour les libres, que finalement l'État français nous permet encore d'utiliser des journalistes indépendants, le système va tenir combien de temps? C'est la partie bonne nouvelle du débat qui commence maintenant. Non, évidemment, votre question, elle est un peu plus générale par rapport à un système qui est en crise, et la presse en particulier, je pense, depuis un certain nombre d'années. Moi, je ne connais pas du tout, aussi bien que les autres intervenants, le système de rémunération en France, mais une des différences entre certains autres des pays qui nous entourent et la Suisse, c'est qu'il y a une aide publique à la presse. Enfin, c'est qu'il y a une volonté de garder des moyens suffisants dans un pays, et en plus en Suisse, on sait qu'on a des complexités supplémentaires avec les langues, enfin, il y a tout un tas de choses qui font qu'on a un marché plus difficile que d'autres pays. Combien de temps ça peut durer, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ces questions du financement, elles sont inhérentes à toutes les thématiques qu'on a débattues. Il faut pouvoir financer tout ça. Après, évidemment, il y a des choix qui seront faits. On peut critiquer ceux qui sont faits. On peut trouver que certains sont bons, d'autres mauvais. Mais pour faire des choix, il faut que la branche trouve une manière de récupérer une certaine solidité. Et le financement global des médias privés en particulier, mais il y a d'autres enjeux qui se posent aussi pour la SSR, c'est une question centrale. Et je n'ai pas la réponse à ça, puisqu'on voit bien qu'il y a plein de projets en cours, plein d'idées qui ont été creusées, plein de pistes de financement alternatives à la politique. Et pour le moment, on est obligé de constater que ça ne donne pas énormément de résultats concrets. Est-ce qu'on devrait avoir moins de titres, simplement, en Suisse? Christine Gabella? Non. Il me semble que non. Enfin, je veux dire, la diversité, c'est quand même la diversité de l'offre qui est proposée. Je pense qu'en Suisse, ce qui fait pour moi, et ce qui fait le cœur de cette diversité de l'offre dans un paysage médiatique comme la Suisse et la Suisse romande, c'est l'offre locale. Parce qu'on voit bien que plus on s'éloigne du côté local,
plus on est confronté à d'autres acteurs, avec toutes sortes d'autres moyens. Cette offre locale, elle fait partie de l'identité de la Suisse. Les gens, pas seulement les politiciens, les gens, ils sont profondément attachés. Ils veulent savoir, ils veulent que la personne qui leur parle de ce qu'il passe chez eux, elle soit à côté de chez eux. On le sait, ça. Après, la question, c'est quand on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord de payer pour ça, de vous abonner? La réponse est très différente. Donc, moins de titres, non, mais je pense qu'il y a une conscience collective à prendre qui n'est pas encore tout à fait là, que si on veut garder une offre diversifiée, qualitative et locale, ça a un prix. Moi, j'ai beaucoup d'idées à donner aux autorités pour soutenir la presse sans que ce soit simplement l'achat d'articles favorables, etc. Et je suis vraiment frappé que les autorités cantonales, municipales et fédérales n'arrivent pas à trouver les bonnes idées là-dessus. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a plein d'institutions qui sont publiques. Je prends un musée à Genève, par exemple, qui édite un magazine très chic tous les mois. C'est un grand format, splendide. Il est fait à Paris par des graphistes français avec des auteurs d'articles français. Et voilà. Et on a estimé, je ne sais pas, cette institution publique a estimé qu'il fallait faire ça en France. En vérité, les rédactions suisses sont parfaitement capables de produire un très beau magazine pour un musée à Genève ou à Lausanne ou à Sion. Et donc là, il y a un ensemble d'argent qui part dans de la com qui pourrait être faite par des journaux qui évidemment vont pas mettre les mêmes journalistes pour faire l'article, enfin, pour faire le contenu un peu institutionnel pour un musée que par ailleurs pour critiquer les expositions, s'il y a encore de la critique d'exposition qui existe. Mais ça, c'est un vrai exemple et je pense qu'il n'y a aucune conscience. Ensuite, il y a plein d'institutions qui font leurs propres journaux. C'est une catastrophe pour nous parce que là, par exemple, il y a l'hôpital de Neuchâtel qui a un journal sur la santé. Tout à fait légitime, ils ont un journal. Ils nous demandent à chaque numéro, est-ce que vous avez un article ID News à nous proposer gratuitement pour remplir les pages de notre journal de l'hôpital de Neuchâtel? On cherche parce qu'on est un média qui a une spécialisée santé, on a souvent un article, donc je leur propose. Et ensuite, ils me disent, tu pourrais pas me l'envoyer en fait en Word parce que j'ai pas l'abonnement et du coup, je peux pas lire tout l'article puisqu'il y a un paywall, etc. Donc en fait, même l'hôpital de Neuchâtel n'a pas d'abonnement à un média qui se traite de la santé. Je dis pas que... Voilà, mais c'est fou le nombre d'institutions politiques publiques qui pourraient simplement prendre des abonnements. Ce serait la première chose à faire pour soutenir la presse. Ensuite, arrêter... Vous prenez les communicants, par exemple. Les communicants, j'ai rien contre eux. Parfois, on s'affronte un petit peu et c'est normal, mais une partie d'entre eux sont les anciens journalistes et c'est peut-être les pires puisqu'ils connaissent les ficelles du métier. Qui, eux, ont explosé, contrairement aux journalistes. Explosé. Les communicants, si vous prenez le domaine de la santé, par exemple, combien de journalistes en Suisse romande sont plus ou moins spécialisés dans le domaine de la santé? Je pense qu'on est à moins de 15. Sur tous les titres de Suisse romande. Il y en a peut-être 2, 3 à la RTS, un à 24 heures, un à la Tribune, peut-être même plus, etc. Et donc, en fait, vous avez moins de 15 qui s'occupent de santé en Suisse romande et c'est un sujet fantastique, la santé. C'est le sujet de la pharma, c'est le sujet des assurances, c'est le sujet des pharmacies, c'est le sujet de la santé publique, et des pandémies et tout ce qu'on veut. Et combien de communicants dans la santé, si vous additionnez toute la communication qui est faite par les pharmacies, par les hôpitaux, par les assurances, et par les groupes de médecins, etc., en fait, il y en a plus de 200. Donc, en fait, vous avez 15 journalistes contre 200 communicants sur un sujet clé d'intérêt public. C'est vachement difficile de gérer ça. Et donc, il y a un rééquilibrage à faire. Et ce rééquilibrage, il peut aussi être fait par les autorités en essayant de réfléchir à tout ce qui est dans le domaine public comme un hôpital, en faveur d'un vrai journalisme et qui ne soit pas juste de la com, parce qu'au fond... Mais est-ce que ça passerait pas aussi par une meilleure définition du journalisme ou une meilleure protection du journalisme? Je me tourne vers Mathilde Matras, par exemple. Est-ce qu'il faudrait qu'un journaliste, que cette profession qui n'est pas protégée, le devienne? Je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi une analyse à faire, mais qu'on a fait depuis longtemps, sur le caractère, les évolutions industrielles de la branche. On a des éditeurs qui gagnaient de l'argent, pas forcément par des abonnements, mais par les petites annonces et la publicité. Ça a fait les grandes heures de la presse quotidienne régionale. C'est un modèle qui s'effondre, qui empêche les titres finalement à aller faire les économies d'échelle dont ils ont besoin. Donc ce système-là est fini.
le système des abonnements, aller chercher des abonnements, et aller chercher les financements là où les personnes qui sont censées payer devraient le payer, c'est une évidence. Après, évidemment, il y a quelque chose qui doit nous interpeller aussi, c'est pour revenir à l'aspect politique de ce que représente le journalisme aujourd'hui, indépendamment de son statut, c'est sa mission dans le débat public et sa mission de service public et service d'intérêt général. Donc là, il y a une première chose aussi à avoir en tête, c'est qu'il faut défendre la redevance et l'audiovisuel public, qui est aussi un support de crédibilité pour chacun et chacune et pour tous les journalistes qui vont aussi pouvoir contribuer au travail de l'audiovisuel public sous la forme de mandat ou en tant que travailleur embauché. Et ça, c'est un premier message social qu'il faut donner avant d'inventer un nouveau statut, je pense. Revaloriser la mission d'intérêt général que représente le journalisme, indépendamment des profits que peuvent générer les journaux. Mais on pourrait imaginer que la redevance soit partagée à d'autres acteurs qui font aussi des choses d'intérêt public, mais qui ne s'appellent pas SSR. Absolument. Alors ça, c'est la deuxième question. C'est la question de l'aide aux médias. Aujourd'hui, quand on parle de l'aide à la presse écrite, on parle de l'aide indirecte à la distribution. La multiplicité des supports et des vecteurs de diffusion aujourd'hui exige qu'on réfléchisse à une aide indépendante du vecteur qui pourrait passer par une aide directe sur certains registres de travail. Ça fait partie du débat, mais à condition d'avoir reconnu la mission d'intérêt général de la presse et des travailleurs des médias en général. J'aimerais passer la parole à nos deux journalistes qui sont là. Antoine Harary, tout à l'heure, on entendait dans l'extrait audio qui venait de passer Hugo Décrypte, un youtubeur, influenceur, journaliste, qui a maintenant constitué sa rédaction parce qu'il a de plus en plus d'abonnés et donc aussi de moyens. Il a interviewé Donald Trump, il a interviewé Emmanuel Macron, alors que plein d'autres journalistes n'ont pas pu le faire. Est-ce que l'avenir, Antoine Harary, pour vous, les libres, c'est de devenir des influenceurs ? Pas forcément. Je pense que pour certains, ça peut être une vraie façon de... Enfin, je pense que effectivement aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir un contact direct avec son public. Et que effectivement, il y a par exemple des journalistes là... J'en parlais avec mon petit frère qui est sur Twitch, donc ce réseau social, qui regarde en fait des journalistes se connecter en live et commenter l'actualité et la décrypter un peu pour eux, un peu comme justement frère Hugo décrypte. Pourquoi pas ? Je pense que ça peut être bien. Après, beaucoup de ce qu'on voit quand on voit des influenceurs ou quand on voit, c'est de l'analyse de news déjà produite. Donc, c'est pas vraiment des gens qui produisent de l'actualité. Ils s'appuient sur ça. Et c'est là où les médias sont pas bons. Je veux dire, Facebook, Google, ça, pendant des années, ont vampirisé en fait la production des médias et de cette information. Et en fait, aujourd'hui, elle est plus que nécessaire, alors même qu'on a toujours plus... Mais on ne sait juste pas comment la monnayer. Donc non, je ne pense pas forcément que pour les journalistes indépendants, il faille devenir influenceur. Après, pourquoi pas ? Par contre, je pense que c'est impératif, effectivement, de voir un peu quels sont les nouveaux outils et comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter à ça. Et ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aucun journaliste qui commence le métier maintenant se leurre en se disant je vais faire 40 ans à la RTS ou à Tamedia. Donc voilà, je pense que plus ils seront polyvalents, mieux ce sera. Sophie Völgen, influenceuse. Il faut savoir que moi, j'ai l'impression que la réalité, c'est que dans mon temps de travail, je passe la plupart de mon temps dans une voiture au fin fond de petits villages perdus ou dans des lobbies d'hôtels ou au fin fond de la Syrie ou du Liban. Donc, je vois pas très bien là, à ce moment-là, comment il faudrait déjà une connexion Internet, ce qui n'est pas le cas assez souvent. Et en fait, souvent, pour des articles qui me prennent 3 heures à écrire, en fait, je passe 4 jours de terrain. Et donc, influenceuse, ça veut dire être présent, en fait, c'est ça, créer du contenu, ok, mais en fait, il faut aller le chercher, ce contenu également. On a un autre modèle qui commence à se mettre en place en Suisse, Christine Gabella, c'est la philanthropie. Le passage on fait appel à des mécènes, à des philanthropes pour financer des titres, Le Temps, ID News par exemple, avec la fondation Aventinus. Est-ce que ça, la philanthropie, c'est l'avenir pour le financement des médias ?
Là, de nouveau, j'ai envie de vous répondre, j'en sais rien, mais c'est sûr que c'est une des pistes qui est creusée un peu plus activement ces derniers mois, en tout cas depuis l'année passée que jusque-là. Je me prononcerai pas sur le modèle du temps parce qu'il a ses spécificités. Et puis là, on a un projet philanthropique autour d'un titre très spécifique qui a été racheté à ce moment-là à Ringier. Donc il y avait vraiment une volonté entrepreneuriale de ces fondations de garder le temps en Suisse romande et de le faire continuer à vivre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de fondations maintenant qui sont toutes pour le moment plutôt étrangères et pas mal d'Allemagne, qui viennent avec la volonté d'éviter ce qu'ils appellent les déserts informationnels. Ils regardent aussi un peu ce qui se passe aux États-Unis. Ils disent on veut pas ça, on est prêt à mettre des moyens pour maintenir l'information. Et moi, je pense que c'est vraiment une piste. Il y a toutes sortes de projets de recherche là autour, mais que le dernier kilomètre, qui est dans le fond pour financer quoi, est le plus important, et c'est celui où parfois il n'y a pas toujours les réponses. Parce que ce qui est sûr, c'est que ces fondations ne viendront pas aider les médias actuels dans leur structure actuelle à compenser leurs pertes. Et ça, c'est normal. Elles viennent avec une envie de fournir de l'information au public d'une région. Et c'est là où je pense, pour avoir une note un peu plus optimiste, qu'il y a peut-être matière à réfléchir l'offre médiatique en dehors de sa structure classique et traditionnelle comme elle existe aujourd'hui, parce que ces mécènes viennent avec le message en disant « nous, des fonds, on en a, c'est plutôt pour des projets que pour des structures, mais s'il y a des projets intéressants, on est prêt à les soutenir dans une période de développement et à les accompagner. » Et franchement, par les temps qui courent, il faut exploiter toutes les pistes. Serge Michel, vous Oui. qui êtes... Est-ce que la fondation Escaventinus a pu sauver le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de continuer à perdre de l'argent? Alors, il continue d'être déficitaire, mais ça, c'est, voilà, la fondation, oui, Aventinus a sauvé le temps, et heureusement. Je pense que si Aventinus n'avait pas racheté le temps en 2020, fin 2020-2021, le temps aurait été très sérieusement diminué dans son effectif. Donc, vraiment, je pense qu'elle l'a sauvé. Après, il y a énormément de choses à dire sur les fondations. Moi, je pense que c'est un geste extrêmement intéressant qu'a voulu faire Aventinus, de non seulement être philanthrope, mais acheter un titre qui lui-même est une société anonyme. Mais il y a parfois des contradictions entre le but idéal de la fondation, qui est la diversité, la qualité des médias, et puis le but idéal, enfin, il n'y a pas de but idéal, pardon. Quand vous êtes une SA, il n'y a que un but économique. Et donc là, il y a parfois des paradoxes qui s'opèrent. Et les autres choses, c'est que si la fondation possède un journal, vous avez un propriétaire qui dit, voilà, il y a un mur de Chine, une muraille de Chine, on ne veut pas intervenir dans le contenu, dans les nominations des gens, etc. Et en fait, vous avez un propriétaire qui était parfois un peu absent. Et ça, c'est bizarre, parce que dans les médias en général, il faut qu'un propriétaire s'engage et soit présent et donne des encouragements, pose des questions, choisisse des axes stratégiques. Et ça, parfois, quand la fondation est propriétaire et qu'elle veut être en retrait, alors vous avez une sorte d'absence de répondant de la part du journal. Et l'autre chose, c'est que les fondations qui choisissent de ne pas être propriétaires mais qui soutiennent des projets, le risque, c'est qu'en fait, on doit faire des projets pour elles. C'est-à-dire que vous faites votre journal, votre information générale, vous faites le mieux possible, sortez des scoops si on peut, etc. Mais en fait, la fondation vous dit, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le scrollytelling. Il y a une fondation comme ça en Suisse, et d'ailleurs qui est présente aujourd'hui ici à Bienne, qui pense que c'est ça la solution, se faire du scrollytelling, c'est-à-dire des articles qui sont extrêmement enrichis, avec de l'interaction, avec des images qui bougent, etc., au moment où vous descendez d'écran en écran en lisant l'article. Et moi, je leur dis, mais ok, c'est cool le scrollytelling, mais en fait, il faudrait d'abord arriver à avoir le bon texte, le bon sujet, les bonnes photos, l'article qui va changer quelque chose, qui va changer le monde, parce qu'on peut, avec des articles, changer le monde. Et avant de se dire, on va faire du scrollytelling, parce que si vous me dites ça, moi, je fais comment pour produire ce qui va être ensuite scrollytellé? Non, mais c'est vrai. Et donc, il y a des fondations qui te disent, par exemple, moi, je m'intéresse que aux articles qui concerneraient tel sujet. Puis ça ne fait pas partie de votre... voilà. Et donc, vous devez créer quasiment des postes pour ces fondations qui vous financent pendant 2-3 ans et ensuite disent, c'est terminé, on a fait notre mission avec vous, et vous vous retrouvez avec les gens sur les bras qui faisaient ce truc spécial. Par exemple, on a une fondation qui nous a soutenus dans le domaine de l'alimentation. Elle estimait que c'était extrêmement important, le sujet de l'alimentation, de l'agriculture, du champ à l'assiette, tout ce qui s'y passe, l'agroalimentaire, c'est des sujets super importants. Elle a donné un budget pour 3 ans, et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec... et ensuite, elle a retiré son financement parce qu'elle a estimé d'avoir fini sa mission, sauf que nous, on avait encore les journalistes, et alors, voilà, c'est compliqué.
Mathilde Matras, par rapport à ces philanthropes, ces mécènes, des nouveaux acteurs aussi potentiellement dans le partenariat social avec les syndicats, ça vous inspire quoi? Alors, les syndicats ne sont pas des nouveaux acteurs du partenariat social. Les mécènes. Alors, les mécènes apportent la question des financements. Après, ce qui peut être intéressant d'un point de vue syndical, c'est réfléchir à la gouvernance, à l'intérieur des rédactions, à l'intérieur, donc les rapports avec le propriétaire. Il y a plein d'études qui sont sorties il y a pas mal de temps déjà sur l'exemple du Guardian, les exemples allemands, avec des suggestions sur l'idée de faire en sorte en tout cas que l'entreprise médiatique génère des profits, c'est une chose, mais soit à but non lucratif. Ça, c'est un principe qui est considéré comme relativement protecteur en fait pour réinventer la branche. Et puis après, bien entendu, quand on parle de gouvernance, on parle de réel partenariat social avec une branche qui puisse se mettre autour de la table des éditeurs et puis les représentations des travailleurs et des travailleuses, de sorte à avoir régulièrement des discussions sur les conditions cadres, quelle que soit la part du gâteau à protéger, pour reprendre les termes qui ont été évoqués tout à l'heure dans les mots de remerciement. On arrive bientôt à la fin de ce débat. J'aimerais poser une question à vous cinq pour terminer, parce que voilà, on a beaucoup parlé de la dimension économique des médias, de sa difficulté aujourd'hui. On est dans un festival où on a aussi envie de créer potentiellement de nouveaux médias. Vous êtes peut-être là dans le public en train de vous dire que vous avez envie de vous lancer. Alors j'ai envie de savoir si c'est réaliste de se lancer. Christine Gabella. Pour reprendre des mots qui ont été dits dans les remerciements et à l'origine de ce festival, c'est courageux. Je pense qu'aujourd'hui, lancer un nouveau média, c'est courageux. Paradoxalement, moi je pense que c'est peut-être le bon moment pour y réfléchir, parce que les choses sont en train tellement de changer, tellement vite, et que c'est peut-être le moment de se dire, et pour reprendre des mots aussi, si on en a envie, voilà. Je dirais que c'est vraiment important qu'un projet de médias et d'information de qualité, qu'on puisse, et on l'a dit, correctement rémunérer ceux qui y participent. Et ça, c'est une des difficultés qui parfois peuvent décourager dès le début, mais je pense que si on veut avoir ce projet-là, et franchement, je pense qu'il y a de la place pour de nouvelles offres, c'est quelque chose qu'il faut avoir dès le début en tête et se faire accompagner aussi sur cet élément-là, parce qu'après, il y a trop de potentielle déception, même si le projet éditorial et journalistique était parfaitement qualitatif et cohérent. Sophie Voldgen, est-ce qu'on continue de faire des nouveaux médias? Est-ce qu'on continue d'innover? De mon expérience, j'ai quand même écrit où on m'a déjà plusieurs fois contacté des nouveaux médias. Je ne parle pas d'ID News. Effectivement, qui veulent des revues aussi étudiantes d'auto, qui demandent à des journalistes d'écrire, d'avoir de la qualité, etc. Mais moi, j'ai toujours cette question, pour n'importe pour qui j'écris. En fait, il y a un moment où ça coûte cher de faire du terrain et il faut un financement. Et écrire bénévolement, je l'ai fait pendant des années et ça suffit, parce qu'en fait, il y a un moment, c'est un travail. Serge Michel, on peut encore faire de nouveaux médias aujourd'hui? Ah oui, on peut. D'abord, je considère qu'ID News est encore un nouveau média, même si... je ne savais pas, j'hésitais à dire que non. Non, mais ça a déjà 6 ans, mais disons que je pense que c'est encore jeune par rapport à des titres de Tamedia qui ont 250 ans, 150 ans, je ne sais plus. Bref, il y a des journaux centenaires en Suisse, et donc je pense que c'est jeune. Non, c'est possible, c'est un sacré travail, et c'est surtout un travail qui effectivement ne doit pas être que journalistique, mais il faut réfléchir au modèle d'affaires, et c'est le plus important, payer les gens évidemment. Et donc là, il faut un réalisme de la part des porteurs du projet, mais moi j'y crois beaucoup. Je pense que dans la salle, je connais 2-3 personnes qui ont des projets de nouveaux médias, je les encourage, et s'ils ont besoin de conseils, j'en ai quelques-uns. Antoine? Oui, je pense que non seulement c'est nécessaire, mais en plus c'est effectivement probablement un bon moment, parce que en tout cas dans certains endroits, il y a un vide qui est conséquent. Un des trucs que j'ai oublié de dire et que je pense qu'il est important, c'est que même pour les journalistes indépendants, et en fait dans notre association, ça aussi c'est important, nous on a créé cette association pour dire qu'on voulait se battre pour des revenus,
qu'ils étaient systématiquement en train de baisser alors que nos membres gagnaient en expérience, en qualité, en âge, mais par contre que ça restait un choix, et ça c'est vraiment très important pour nous. Et à ce niveau-là aussi, il y a des choses à faire, c'est-à-dire qu'en Angleterre, aux États-Unis, dans d'autres pays, il y a tout un système de soutien de journalistes indépendants où on peut s'abonner à ces journalistes, où on peut s'abonner à leur contenu, et peut-être que ça sera ça aussi à l'avenir, des médias qui seront peut-être un petit peu plus, alors peut-être pas influenceurs, mais un petit peu plus personnalisés, ou avec des collectifs, où en fait ces collectifs vendront peut-être de leur contenu, mais avec une clause où ils diront, bah voilà, moi j'ai X personnes qui me soutiennent, parce qu'ils savent que je me bats ou je fais ceci ou cela, et donc je veux que ces personnes aient accès en tout temps à mon contenu. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir, et aux États-Unis, j'étais frappé parce que j'avais discuté avec certains journalistes. Il y a vraiment beaucoup de journalistes indépendants, alors évidemment c'est beaucoup plus grand que ça, mais qui ont ces systèmes d'abonnement où vous payez $2 par mois par exemple, et puis vous avez accès à tout le contenu de cette personne. Et je pensais à ce que tu disais, Sophie, si tout d'un coup c'était sur place, c'est vrai, et qu'au Liban tu as une expérience unique, et puis qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a un désert informationnel ou qu'ils n'ont pas accès à ça, ça c'est tout à fait des choses qui pourraient être réfléchies. Et en ça, les nouvelles technologies aident, parce que se connecter, je parlais de Twitch, mais en fait même sur YouTube, sans faire le YouTube, mais un contact direct, c'est quand même beaucoup plus facile qu'à l'époque. Mathilde Matras, des nouveaux médias, des nouveaux acteurs à défendre aussi, c'est une bonne idée? Alors absolument, moi je ne peux pas me substituer à la parole de Sophie et Antoine, qui sont les spécialistes de leurs propres conditions, bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est que se battre pour vivre de son travail, quel que soit le statut qu'on a et quel que soit le cahier des charges de ce travail, c'est se battre pour continuer de l'exercer. Et ça passe par la solidarité collective, ça passe par l'accompagnement que les syndicats peuvent apporter à toute l'inventivité que les travailleurs et travailleuses apportent dans un métier et qui constitue sa plus-value. Et c'est ça qui doit leur revenir aujourd'hui. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. La parole est à vous, le public, avant de terminer cette discussion. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, à nos invités, n'hésitez pas à lever la main, et un micro se baladera en violet, normalement, pour vous donner le micro. Oui, nous avons quelqu'un juste au 3e rang. Je vois un micro qui n'est pas violet, gris, voilà, qui arrive. Oui, au 3e rang, monsieur, avec le pull gris. Voilà. Bonjour. Normalement, c'est bon. Ouais. C'est bon? Oui. Ah oui. Merci beaucoup, Luc Magnona. Je suis un lecteur régulier de la presse, notamment ID News, Le Temps. Mais j'avais une question, justement, par rapport à cette vampirisation de l'information, qui, à mon avis, joue un très, très mauvais tour à tous les journaux. Vous dépensez, vous parliez de vos déplacements au Liban, etc. Mais toute cette vampirisation de la presse, il y a un problème, à mon avis, de propriété intellectuelle. Où est-ce qu'on en est là-dedans pour que les médias, je dirais, classiques, entre guillemets, arrivent un peu à retourner un peu, à récupérer un peu ce qu'ils ont dépensé que les autres utilisent? Je ne sais pas si je suis clair. Ça dépend de chaque pays, et en fait en France, les éditeurs de presse ont réussi à faire un bras de fer et à le remporter, et donc à obtenir de l'argent de la part de Google et de Meta, Facebook, pour l'utilisation de leur contenu. Mais en Suisse, les éditeurs n'ont pas la même force pour le bras de fer. Donc on n'est pas, en Suisse, à ma connaissance, il n'y a pas de rémunération. Non, alors il y a un projet en cours pour avoir un droit voisin pour les éditeurs de médias, pour que justement l'utilisation par les grandes plateformes des contenus journalistiques soit rémunérée, avec une part pour les éditeurs et une part pour les journalistes aussi. Donc le système suisse a insisté pour que ce soit un système sur 2 piliers. On n'a pas seulement, en tant qu'éditeur, pas le même levier pour agir sur les grandes plateformes, on n'a pas le même soutien politique non plus. La France a un gouvernement qui a pris ça à bras-le-corps, qui a dit nous voulons, en utilisant aussi des lois comme la loi anti-cartel, etc., nous voulons faire plier les grandes plateformes et nous obtiendrons ce droit voisin. La Suisse, on était déjà en retard parce qu'on n'est pas sur l'Union européenne, et le projet de loi en Suisse, il avance de manière très poussive. On espérait que ça avance cette année, ça a été reporté à l'année prochaine. Donc on est vraiment dépendant pour ça du régulateur, et dans ce domaine-là, pour le moment, il n'y a vraiment pas encore de levier concret pour que cette rémunération soit reversée aux producteurs de contenu. Ce qui est très regrettable, évidemment. Une autre question, là, voilà, la dame avec le
La couette. Moi, la couette. Moi, j'avais une question, plutôt une demande de précision pour Serge Michel. Je suis pas sûre d'avoir bien compris quand vous parliez du manque de leadership, ou en tout cas de direction donnée par les fondations. Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite absolument pas? Enfin, voilà, si vous pouviez un peu préciser en quoi ce serait positif d'avoir des injonctions données par le financier. En fait, comme le disait Madame le syndicat, c'est une question de gouvernance. C'est-à-dire que vous avez des fondations qui sont... alors, dans l'idéal, on dit, voilà, il ne faut pas intervenir, parce que c'est dans le contenu, on n'intervient pas. En attendant, si vous n'avez pas de propriétaire qui parfois s'engage, vous avez aussi un défaut de gouvernance, parce qu'il n'y a personne à qui vous pouvez discuter concrètement des stratégies. Et après, il y a les compétences qui sont rassemblées dans ces fondations. C'est-à-dire que si vous avez un ancien politicien qui dirige une de ces fondations, qui lui-même n'a jamais été entrepreneur, n'a jamais forcément une expérience dans l'industrie de la presse ou autre, en fait, il n'a pas de compétences. Et donc, quand il va recevoir les comptes du journal qu'il possède, qui sont des tableurs Excel avec beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes, il ne va pas pouvoir avoir un discours intéressant avec ceux qui opèrent ce journal. Et donc, en fait, eux-mêmes sont juste simplement dans le fait de demander de couvrir les pertes chaque année. Par exemple, vous perdez 3 millions, vous allez voir la fondation, vous dites, voilà, désolé, cette année, c'était 3 millions. La fondation vous file les 3 millions et vous repartez. Et en fait, dans l'industrie des médias plus vertueuse, à mon avis, il y a quand même, entre le propriétaire et l'opérateur du titre, il y a quelque chose qui se passe de plus dynamique que juste couvrir les pertes. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir et qui est peut-être contre-intuitive, parce qu'intuitivement, on dirait, bah oui, Muraille de Chine, il n'y a pas d'intervention dans le contenu et dans l'opérationnel. Et puis, en vérité, je pense qu'il faut qu'une fondation comme celle du Guardian, par exemple, celle du Guardian s'implique vraiment dans la marche du Guardian. Et c'est voilà. En Allemagne, les fondations qui possèdent des titres s'engagent vraiment là-dedans. Et en Suisse, on a eu cette espèce de réserve de dire, voilà, on ne va pas s'intervenir. Et je pense que c'est un défaut et qu'il faut réfléchir. C'est pas tout de créer une fondation, c'est pas tout d'avoir d'autres fondations qui vont nourrir cette fondation, ce qui est le cas notamment de la propriétaire du temps. Il faut vraiment réfléchir à comment on va opérationnaliser ça pour que ce soit plus profitable, parce qu'au fond, le schéma est assez idéal. En Suisse, il y a beaucoup d'argent. La Suisse est un pays de fondation. Il y en a 13 000 enregistrés dans notre pays. Il y en a 80% qui font rien, qui font juste que d'abriter de l'argent parce que ça le met à l'abri des impôts. En attendant, pour opérationnaliser cet argent considérable qui est placé dans des fondations et pour que ça profite à la presse, moi je plaide vraiment pour que la presse fasse partie du mandat de la philanthropie en général, parce que la philanthropie soutient la culture, le sport, la science, des choses assez classiques. Et pourquoi pas la presse? La presse, c'est du sport, la presse est un sport de combat, comme vous le savez, mais la presse, c'est aussi de la culture. La presse, ça fait partie de l'intérêt public. Donc, je plaide pour que la philanthropie s'investisse dans la presse, mais avec un modèle réfléchi, vertueux, et des compétences à l'intérieur de ces fondations qui soient importantes. Il faut des gens qui connaissent la presse. Si vous avez un propriétaire qui est juste, je sais pas, qui fait ça comme de la charité, ça mène pas loin. La philanthropie est devenue extrêmement sophistiquée sur plein de domaines. On a aujourd'hui ce qu'on appelle la venture philanthropy, qui investit de l'argent philanthropique pour que ça crée un système vertueux, etc. Il n'y a pas de raison pour que la philanthropie à destination de la presse soit juste une sorte de charité qui bouche les pertes chaque année. Il faut ajouter à ça sur la structure du Guardian, que la fondation qui encadre finalement le financement du Guardian a pour seul et unique objectif la continuité des activités du Guardian et pas d'extension vers d'autres médias ou vers d'autres des logiques de concentration. Ça, c'est aussi très important. Et pour ajouter quelque chose, en fait, une fondation qui soutiendrait un titre pour obtenir l'exonération, c'est-à-dire la reconnaissance de l'intérêt public, et donc que les gens qui font des donations à cette fondation puissent le déduire de leurs impôts, c'est un des critères majeurs, elle doit soutenir plus qu'un titre. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un statut d'intérêt public si vous êtes juste le propriétaire du temps, par exemple. Donc c'est pour ça que Aventinus, d'une part, est propriétaire du temps et d'autre part, soutient d'autres titres. Pas ID News, parce qu'ID News est propriété du temps, mais soutient par exemple 7 Info, qui est présente dans les stands, sous les tentes à côté d'ID là-bas, et soutient d'autres titres, et il reçoit beaucoup de demandes. Mais par exemple, sur ces demandes,
la fondation Vaventinus n'avait qu'un seul employé, qu'un seul actif, qui était son président, qui n'avait pas de secrétariat, et donc qui recevait des demandes de partout, qui parfois donnait de l'argent à des titres, mais un peu comme ça, un peu saupoudré, et ne demandait aucun compte derrière. Alors en fait, quand vous recevez de l'argent, c'est très stimulant, malgré que ce soit parfois ennuyeux, de devoir rendre des comptes, de dire qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent, est-ce que vous avez fait progresser, est-ce que vous avez besoin de plus d'argent pour le même projet, est-ce qu'il faut lancer un autre projet. Et je pense qu'il y a une professionnalisation très importante à effectuer dans la philanthropie à destination des médias. On a encore le temps pour une question, si quelqu'un souhaite. Une question juste là, en deuxième rang. Je crois qu'il fonctionne. Ah non, il ne fonctionne pas, effectivement. Un autre micro arrive. De ce que je comprends du débat, donc la défense du service public, le fait que l'État pourrait être propriétaire de ce dernier kilomètre, comme vous l'avez dit, n'est pas forcément souhaitable, par manque de compétences quelque part. Et par conflit d'intérêts majeur, en fait. Quand vous avez des gouvernements cantonaux qui ont des problèmes, je ne sais pas, on pense à des affaires à Genève et dans le canton de Vaud, par exemple, vous imaginez que ce gouvernement vaudois qui s'est disputé, bref, va être propriétaire d'un titre et que ce titre va devoir traiter ce qui s'est passé avec l'affaire d'Itli ou l'affaire Maudet de façon objective, tout en étant propriété de ce gouvernement. Ce n'est pas possible. Enfin, si je peux me permettre juste de rebondir sur votre remarque, je pense qu'il y a trois éléments qui se combinent dans un projet média. Il y a le financement, et là je suis convaincue que et la philanthropie et l'État vont avoir peut-être des questions à se poser, un rôle plus important à jouer. Il y a le modèle entrepreneurial, où là la question de la gouvernance se pose, et il y a le projet éditorial. Et les trois piliers sont importants, et à mon avis, on peut avoir des modèles où il y a plus de soutien public. C'est vraiment tout le débat du moment, sans que forcément ça veut dire avoir une participation dans le projet entrepreneurial, être là où se prennent les décisions pour que ça fonctionne, et évidemment encore moins le modèle éditorial. Mais si on est dans un système vertueux, ces trois éléments font que oui, l'État pourrait, dans le fond en Suisse, parce qu'on est un des pays où il y a le moins de soutien public à la presse, et parce que la question ne s'est pas posée jusque-là, et parce que certains pensent que c'est pas vertueux, justement, pour des questions d'indépendance. Mais je pense que si ces trois piliers fonctionnent bien, il n'y a pas de raison d'avoir des sources de financement public. Mais il faut trouver comment et où vous mettez l'argent. Par exemple, là, il y a un conseiller d'État à Genève qui a réuni un petit groupe de travail pour savoir qu'est-ce que lui pouvait faire. Il était affolé par le fait qu'il y avait moins de couverture locale. Donc il a rassemblé des gens, et au bout de 3 séances, moi j'ai pas pu participer aux 2 premières, mais je suis arrivé à la 3e. Leur idée, c'était d'ouvrir un média public, voilà, un média de l'État qui diffuserait de l'information, etc., etc. Je leur ai dit, mais vous êtes fous, vous allez engager des journalistes, vous, gouvernement genevois, et donc en fait, je leur ai dit, mais je sais pas, faites autre chose. Par exemple, vous faites un fonds qui peut engager 15 stagiaires. Voilà, vous payez les salaires de 15 stagiaires et puis vous laissez les titres en place, se les répartir en fonction d'une convention entre les différents titres, je sais pas, Tribune de Genève, Courrier, Le Temps, Heidi et d'autres, et Les Mans Bleus, je sais pas quoi. Et puis simplement vous financez les salaires de ces stagiaires, c'est tout. Et après, les journaux se les répartissent. Ça, c'est peut-être une solution pour que ça amène des forces vives dans les rédactions et voilà. Mais surtout ne pas faire des médias d'État, ce serait une catastrophe. Et en France, par exemple, ils ont des systèmes très généreux, mais quand j'étais au Monde, c'était sous la présidence de François Hollande, Le Monde recevait à peu près 17 millions d'aides publiques du gouvernement français, ce qui n'est pas rien, mais le Figaro en recevait 20. Et donc le Figaro, qui était de droite, était davantage financé par un gouvernement de gauche de François Hollande que Le Monde, qui est considéré comme de gauche. Donc en fait, c'est un système qui s'équilibre quand même, et donc il faut s'inspirer des voisins et des bonnes pratiques avant de faire des bêtises et d'imaginer qu'un gouvernement cantonal en Suisse romande va lancer un titre. Très bien, on arrive à la fin de ce débat à 17h30. Il y en aura un autre, c'est pour ça que je clôt la discussion. Maintenant, j'aimerais vous remercier tous les 5 d'avoir participé à cette discussion. Antoine Harari, Sophie Volgen, journaliste libre et membre de l'association des pigistes et indépendantes groupées en Suisse. Mathilde Matras, secrétaire régionale à Syndicom pour la branche presse en Romandie. Christine Gabella, chargée de mandat dans le secteur des médias avec une longue expérience en passant par Repressum jusqu'à Tamedia. Et Serge Michel, fondateur d'ID News et ancien directeur adjoint des rédactions au Monde. Merci à tous les 5, je crois qu'on peut les applaudir.